un peu exagéré de qualifier ce dossier de dossier judiciaire d'ailleurs. Il y a une judiciarisation de dossiers politiques ou une politisation de dossiers judiciaires dans ce pays. Et ce dossier n'en fait pas exception. C'est un dossier strictement politique, un complot qui a été ouvert contre ma personne, un complot grossier d'ailleurs. Et c'est en cela que nous ne comprenons pas un juge d'instruction, si on peut l'appeler comme ça, puisse renvoyer ce dossier en audience, en jugement. Alors, vous avez dit que vous avez finalement décidé de vous rendre à cette confrontation avec Mademoiselle Adji Sarr après que plusieurs de vos partisans et d'autres membres de la société civile vous ont demandé de déférer à cette convocation. La question qu'on se pose maintenant, irez-vous au procès si procès il y a? Non, je n'ai pas dit que des partisans et des membres de la société civile m'avaient demandé de me rendre à ce procès. J'ai dit que beaucoup de partisans, beaucoup de citoyens sénégalais disaient que je ne devais pas me rendre à cette convocation. J'ai voulu donner des gages de respect des institutions et je me suis rendu. Pour la suite, je crois qu'il est prématuré de vous dire ce que nous ferons. Nous discutons avec tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit les avocats, mais également les parents, les militants et les sympathisants. Mais ce que je puis vous dire, c'est que nous considérons avoir suffisamment donné comme gage à l'institution judiciaire, mais que nous n'avons reçu en retour qu'une politisation d'un dossier avec un objectif très précis. Vous savez que dans 13 mois, il y a une élection présidentielle au Sénégal. Vous l'avez rappelé vous-même à l'entame, je suis candidat à cette élection présidentielle. Et vous savez également que nous faisons partie des acteurs les mieux placés aujourd'hui pour remporter cette élection présidentielle. Nous avons un président de la République qui est là depuis 10 ans, qui doit faire son deuxième et dernier mandat, qui n'a plus le droit à candidater, mais qui nous a habitués à une méthode qui est d'utiliser la justice, d'instrumentaliser la justice pour éliminer des adversaires politiques. Monsieur Sonko, vous dites que ce procès est politique. Est-ce la raison de ce rassemblement que vous avez organisé ce week-end dans la banlieue dakaroise avec ce meeting de Keur Massar? Est-ce que, autrement dit, vous avez décidé d'apporter une réponse politique à cette affaire? Évidemment, je préciserai d'abord que ce meeting avait été prévu avant même que le juge rende son ordonnance. C'est la semaine dernière que nous avions décidé d'organiser ce meeting et qui s'inscrit dans le cadre de nos activités politiques ordinaires et que nous avions en conséquence déposé pour les formalités administratives. L'ordonnance du juge est intervenue 4 ou 5 jours plus tard et nous ne préjugions pas que l'ordonnance allait échoir et qu'elle allait comporter les termes qu'elle comporte. Ceci dit, depuis le début de cette affaire, nous avons toujours apporté une réponse politique. Nous avons toujours dit que c'est un dossier politique. Avec l'instrumentalisation de la justice sénégalaise, nous avons toujours apporté une réponse politique. Rappelez-vous, il y a 2 ans, nous avons appelé les Sénégalais à dire non. Et nous avons assumé d'appeler les Sénégalais à dire non et à faire face à cette énième tentative de Macky Sall d'éliminer des adversaires politiques en instrumentalisant la justice. Mais pire encore, cette fois-ci, en complotant et en entraînant toute la hiérarchie dans ce complot-là. Dans ce complot, on a cité des autorités, de hautes autorités de la gendarmerie. J'ai parlé du procureur tantôt. Le juge d'instruction vient de s'ajouter à cela. Il y a des avocats qui ont été cités, impliqués avec des preuves. Et c'est pour cela que j'avais très tôt appelé les Sénégalais à faire barrage et à dire non. Aujourd'hui, je maintiens ce que je vous dis. Nous allons continuer à apporter une réponse politique à ce dossier parce qu'il est simplement politique, il n'a rien de judiciaire. Alors, M. Sonko, la situation politique au Sénégal est bien évidemment tendue. À un an de la présidentielle, le Sénégal a connu par le passé des crises politiques qui ont quand même fini autour d'une table, avec souvent l'intervention de régulateurs sociaux comme les chefs religieux. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour une décrispation dégel de la situation? Ce qu'il faut, c'est d'abord que le président Macky Sall revienne à la raison. Ça, c'est le premier élément. Parce que si le Sénégal, par le passé, a pu régler ses problèmes par l'intermédiation de ce que nous appelons ici, nous, les régulateurs sociaux,
c'est parce qu'on avait des hommes d'État qui prenaient la hauteur. Le président Senghor avait une adversité que tout le monde connaissait avec Abdoulaye Wade, par exemple, mais il discutait avec Abdoulaye et il parvenait à trouver des solutions. Le président Abdou Diouf a eu des relations très heurtées avec Abdoulaye Wade, l'a même amené en prison à plusieurs reprises après les élections, après les manifestations et des morts d'hommes, mais a toujours trouvé le moyen de négocier, de discuter avec le président Abdoulaye Wade, au point même de l'admettre dans son gouvernement, si vous vous rappelez. Le président Abdoulaye Wade a eu des relations très heurtées avec son opposition, mais a toujours su prendre la hauteur. Et aucun de ces trois présidents n'a jamais empêché un candidat de pouvoir compétir. C'est avec Macky Sall, pour la première fois, qu'on a vu un président qui choisit ses adversaires, qui dit tel sera candidat, tel ne le sera pas. Et pour cela, c'est une stratégie qui a été bien élaborée. Il a fallu d'abord qu'il modifie le code électoral pour y inclure des clauses d'inéligibilité en cas de condamnation, pour ensuite fabriquer des dossiers et utiliser la justice pour condamner les candidats et ensuite invoquer ces clauses d'inéligibilité, ce qui est inacceptable. Il faut que le président Macky Sall revienne à la raison. Aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. Si vous lisez le dernier rapport du département d'État américain sur les droits humains au Sénégal, il y est carrément dit que les droits humains sont bafoués au Sénégal et que les morts, les jeunes qui ont été tués lors des manifestations de 2021, au moins les 10 ont été tués par les forces de Macky Sall. Ça, c'est clair. Et si vous lisez le dernier rapport également du rapporteur des Nations Unies sur les droits humains et de l'instance des Nations Unies qui s'occupe des détentions arbitraires et des exécutions extrajudiciaires, tous ces organes ont épinglé le Sénégal sous Macky Sall pour des exécutions extrajudiciaires, pour des emprisonnements injustifiés de leaders d'opposition et de la société civile, pour des interdictions de manifestation à tout moment. Donc, quand un président de la République se comporte de cette manière et ensuite qu'il fasse le tour des chancelleries et des organisations internationales pour dire que son opposition est une opposition violente, une opposition anti-républicaine, une opposition qui serait contre les intérêts occidentaux, toutes choses qui sont totalement fausses, et tout le monde le sait. Pour que les régulateurs sociaux maintenant puissent intervenir, il faut que ce président-là revienne à la raison d'abord. C'est extrêmement important. Nous sommes pour la paix. Nous sommes des hommes de paix. Et la preuve, nous sommes régulièrement agressés. Aujourd'hui, on a plus de 20 jeunes qui sont arrêtés de manière arbitraire. On a eu plus de 20 personnes qui ont été assassinées depuis 3 ans. Mais jusqu'à présent, on garde le calme. Et Dieu sait que nous avons suffisamment de popularité pour appeler à faire face à Macky Sall. Qu'attendez-vous aujourd'hui de cette communauté internationale dans le cadre de cette crise? Vous pensez qu'elle s'intéresse assez à ce qui se passe au Sénégal? Je n'en sais pas grand-chose, pour dire vrai, mais je pense que nous sommes dans un monde très ouvert. Et la communauté internationale doit s'intéresser à ce qui se passe au Sénégal et en Afrique de manière générale, mais de manière équilibrée. Elle doit écouter toutes les parties. Ce que l'opposition sénégalaise déplore, c'est que nous n'avons pas souvent de contact avec cette communauté internationale. C'est comme si nous étions au PC carré. Elles écoutent exclusivement la version du régime de Macky Sall. Elle s'entretient avec le régime de Macky Sall. Elle rencontre le régime de Macky Sall. Mais vous ne pouvez pas avoir une situation comme celle du Sénégal où aujourd'hui l'opposition est majoritaire. Rappelez-vous que lors des dernières élections, le Macky Sall et sa coalition n'ont eu que 46% des voix. Et l'opposition en a eu 54%. Donc quand une opposition est majoritaire dans un pays, je crois qu'elle mérite un peu plus d'écoute et de considération de la part de cette communauté internationale. Alors, justement, pour rester un peu dans ce cadre, sur le plan régional, la situation régionale est assez difficile, notamment sur le plan sécuritaire. Je sais que vous êtes assez critique à l'égard de l'organisation régionale CEDEAO. Vous pensez que la CEDEAO peut aussi jouer un rôle au Sénégal? J'en doute fort parce que la CEDEAO me semble être devenue un syndicat de chefs d'amis, une histoire de copains-copains, et ne s'attaque pas aux vraies questions. Quand je vois la CEDEAO prendre un certain nombre de résolutions contre les coups d'État, alors que la CEDEAO n'ose pas s'attaquer aux causes des coups d'État, les manipulations constitutionnelles pour avoir des 3e mandats ou des 4e mandats, les mandats à vie, la malgouvernance, les détournements de deniers publics qui finissent par frustrer les populations à tel point qu'elles se soulèvent. La CEDEAO n'ose pas s'attaquer à ces questions-là,
mais elle se préoccupe plutôt de la protection des présidents les uns les autres pour qu'ils ne soient pas éjectés du pouvoir. La CEDEAO n'intervient pas suffisamment dans le processus électoral. Elle fait semblant de venir superviser des élections. Moi, il y a 4 ans, lors des élections présidentielles, j'avais tout bonnement refusé de recevoir la CEDEAO parce que je considérais qu'elle vient souvent pour valider simplement les hold-up électoraux qu'on connaît dans nos pays. Je ne pense pas que la CEDEAO... Vous êtes candidat à la présidentielle. Si vous remportez les prochaines élections, quelle sera un peu votre relation avec cette CEDEAO, qui a quand même un organisme d'intégration? Oui, si je dis ça, tout ce qui se fait dans la CEDEAO n'est pas mauvais. Je dis que sur le plan politique, il y a un problème par rapport à ce qui se fait au niveau de la CEDEAO. Et si j'étais président du Sénégal, le Sénégal est membre à part entière de la CEDEAO, nous continuerons à l'être, mais en exposant notre vision. Ce n'est pas parce qu'on critique une institution qu'on en sort, mais on se battra pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec telle ou telle chose. La preuve, au sein de la CEDEAO, il y a des présidents qui, le président nigérien par exemple, M. Bazoum, continue à dire ouvertement son opposition aux manipulations constitutionnelles au 3e mandat. Pourtant, la CEDEAO laisse faire souvent, mais il est membre de la CEDEAO. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui se font et qu'il faut continuer à faire sur le plan économique. Par exemple, la CEDEAO doit accélérer même le processus d'intégration, aussi bien au niveau du marché, au niveau de la création d'une monnaie souveraine, mais également au niveau d'un certain nombre de politiques communes au niveau sur le plan international. Par exemple, que la CEDEAO ait refusé de signer l'accord de partenariat économique qui aurait été un désastre pour nos pays parce que nous ne sommes pas encore préparés, nous ne pouvons pas compétir à armes égales avec une zone comme l'Union européenne pour signer un accord de partenariat économique. Donc il y a de bonnes choses, il y a d'autres qui le sont moins. Et si nous étions présidents du Sénégal, c'est de venir continuer à travailler pour améliorer les bonnes choses, mais se battre aussi pour apporter des changements sur les autres considérations. Et vous m'avez tendu la perche, M. Ousmane Sonko, pour ma dernière question. La question monétaire, le Sénégal et le CFA, le Sénégal devrait rester dans la zone CFA si vous étiez élu? C'est l'idéal. Le Sénégal doit rester dans une zone monétaire qui épouse nos options en matière d'intégration. Et ça veut dire que ça doit aller au-delà de l'UEMOA. Ça doit couvrir la CEDEAO, ce qui nous permettait de nous projeter sur une zone beaucoup plus importante. La CEDEAO, c'est 6 millions et quelques de kilomètres carrés, sensiblement la taille, un peu moins de la taille de la Chine et des États-Unis, mais c'est déjà quelque chose d'important. Ce serait immédiatement plus de 400 millions d'habitants, donc un marché que nous aurons, et avec toutes sortes de potentiels économiques en termes de ressources naturelles et autres. Si aujourd'hui on réussissait le pari de la bonne gouvernance dans tous les pays, évidemment, on ne peut pas se lever et aller vers une convergence parfaite. Des critères de convergence ont été élaborés sur l'inflation, sur la croissance, sur les ratios de recouvrement fiscal, et ainsi de suite. Il y a des critères de convergence que malheureusement les États ne sont pas en train de respecter. Et tant qu'on n'aura pas un certain niveau d'harmonisation sur ces considérations, il sera difficile de sauter le pas parce que ça va être dangereux pour nous tous. Mais c'est pourquoi je vous dis que c'est un idéal vers lequel il faut tendre et avoir cette monnaie. Mais si ce n'est pas le cas... Le rôle de la France dans tout cela? Oui, j'y viens. Je dis que si ce n'est pas ça, il va falloir examiner d'autres possibilités qui vont de regroupement beaucoup plus harmonieux entre des pays qui ont un certain nombre d'éléments en commun et qui acceptent de faire les efforts qu'il faut, avoir des regroupements un peu plus petits et aller progressivement. Vous savez, les États-Unis d'Amérique ne se sont pas construits en un jour. Les 2 premiers pays qui ont signé la charte de l'Union, il a fallu presque plus de 100 ans plus tard pour que le dernier pays, si je m'abuse, c'est Hawaï ou un autre pays, puisse signer. L'intégration peut se faire progressivement également. On n'est pas tenu de le faire d'un seul coup si certains pays ne sont pas prêts. Je donne un exemple de la CEDEAO. À lui seul, il doit peser peut-être plus de 60% ou peut-être 80% même. Mais le Nigeria est très en retard sur des ratios comme la maîtrise de l'inflation, sur beaucoup d'autres éléments. Si on s'engouffrait dans une monnaie unique, sans que ces questions-là soient réglées, ça peut être un désastre pour nous. Et c'est pourquoi je dis, ça c'est l'idéal, il faut tendre vers ça.
Si ce n'est pas le cas, travaillons à des hypothèses de rassemblement beaucoup plus petits et aller progressivement. Chaque pays qui travaillerait et qui serait prêt pourrait tout simplement déposer sa demande d'adhésion qui fera l'objet d'un examen et sera validée en conséquence. Si ce n'est pas possible, maintenant, chaque pays individuellement appréciera par rapport à ses intérêts et par rapport à ce qu'il fait. Parce qu'aller dans un cadre communautaire, c'est important pour construire une puissance. Mais ce n'est pas forcément dans un cadre communautaire qu'on peut se développer. Vous avez de très petits pays qui ne sont pas dans des cadres communautaires et qui sont aujourd'hui extrêmement développés. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les deux. Après, pour moi, la monnaie, c'est une question de souveraineté. Nous devons avoir notre monnaie. Mais est-ce que vous pensez, M. Dia, on est indépendant depuis 60 ans? On dit qu'on peut développer, qu'on peut élaborer nous-mêmes notre politique en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'agriculture, en matière de ceci et cela. Mais que nous sommes incompétents ou immatures pour gérer notre monnaie. Et nous l'acceptons. La monnaie est une question de souveraineté. Nous devons de manière autonome nous approprier notre monnaie, avoir nos propres institutions, la garantir par nous-mêmes et y exclure toute entité qui ne fait pas partie, soit si c'est des monnaies nationales de nos pays ou si c'est des monnaies communautaires de la communauté. Ça, c'est impératif. Et nous considérons aujourd'hui qu'il est plus qu'urgent que dans l'espace CEDEAO ou individuellement dans nos pays, nous réfléchissions à cela parce que le franc CFA présente les inconvénients qu'on vous a toujours donnés. Il est surévalué. Il ne nous permet pas d'être compétitifs à l'étranger. Il ne nous permet pas de nous endetter sur nos monnaies locales, ce qui fait que même notre dette subit l'effet de la fluctuation monétaire. Il est temps que et beaucoup d'autres considérations, si je devais énumérer, c'est beaucoup de choses. Et la seule chose qu'on nous donne comme avantage, c'est qu'au moins c'est une monnaie stable parce qu'elle est garantie. Mais elle est garantie comment? C'est nous qui déposons nos réserves au niveau du Trésor de France pour que cette réserve-là, nos réserves en devises, pour que ces devises-là garantissent notre monnaie. Dès que cette réserve baisse, on dit attention, revoyez vos réserves, sinon on dévalue. Donc c'est nous-mêmes qui garantissons nos monnaies. Est-on si incompétents et si immatures pour ne pas pouvoir gérer de la monnaie? C'est ça la grande question. Alors que dans tous les pays du monde, les gens gèrent eux-mêmes leur monnaie et parviennent à s'en sortir. Monsieur Ousmane Sonko, merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie.